Bien, bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire sur les mesures à prendre en droit social dans la période particulière actuelle. Tout d'abord, Marie Courian a tenu à vous écrire pour vous indiquer que malheureusement, pour des raisons techniques, elle ne pourrait pas participer en direct à ce webinaire. Elle vous renvoie sur le site de la fédération et le guide pratique qui a été édité sur les mesures à prendre en droit social et RH. Et ce guide pratique sera mis à jour demain puisque des ordonnances nouvelles qui viennent un petit peu préciser certaines choses sont parues hier. Ce guide vous permet de répondre aux principales questions et puis je vais également en direct aujourd'hui, tenter de répondre, de lever certaines interrogations qui peuvent demeurer sur la mise en œuvre des mesures en droit social que l'employeur peut mettre en œuvre face au coronavirus. Malheureusement également pour des questions techniques, je ne pourrai pas répondre en direct à vos questions, mais Myriam Khelif, avocat senior au cabinet, pourra répondre à vos questions via le chat. Je n'ai pas malheureusement également accès aux questions pendant que je vous parle, mais Myriam sera là pour répondre. Donc on va commencer, on va aborder 5 points particuliers sur les mesures sociales en matière d'aménagement des mesures sociales pendant la période de Covid. Donc l'activité partielle qu'on intitule plus couramment chômage partiel, les congés payés et RTT, et la période d'essai, la promesse d'embauche, la santé et la sécurité au travail. Donc nous allons commencer par l'activité partielle. Dans quelle situation l'employeur peut-il solliciter un dispositif d'activité partielle que l'on appelle plus couramment le chômage partiel? Alors tout d'abord, quels salariés peuvent être soumis au chômage partiel? Il s'agit des salariés des EPIC en auto-assurance qui ne vous concernent pas, des salariés des régies autonomes de ski ayant l'autonomie financière, plus généralement de tous les salariés en CDD ou en CDI, des salariés à temps partiel ou à temps plein, des salariés, et ça c'est un dispositif nouveau, en forfait jour ou en forfait heure, et des salariés en contrat d'apprentissage, de professionnalisation, ainsi que les intérimaires. Alors pour cette dernière catégorie, salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la durée de l'apprentissage ou de la professionnalisation devra être étendue de la période d'activité partielle totale, c'est-à-dire que le contrat sera prolongé d'autant. Et pour les salariés intérimaires, la société d'intérim se verra reverser. Vous allez déclarer à la société d'intérim la période d'activité partielle et la société d'intérim demandera à l'État le remboursement de cette période d'activité partielle et réglera normalement aux salariés leur salaire. Alors, dans quelle situation peut-on bénéficier de l'activité partielle? Il faut savoir que l'activité partielle n'est pas considérée comme une compensation de la perte du chiffre d'affaires et ne doit pas être une aide à la trésorerie pour les entreprises qui connaissent des difficultés financières en période de Covid. Donc les entreprises qui sont visées par l'activité partielle, c'est bien évidemment les entreprises qui ont été fermées, qui figurent sur une liste qui a été éditée par arrêté ministériel, les entreprises qui connaissent une réduction d'activité ou des difficultés d'approvisionnement. Il faut que l'employeur soit en mesure de justifier de circonstances à caractère exceptionnel. Et il faut également que l'employeur soit dans l'impossibilité de mettre en place des mesures visant à assurer la protection de la santé de ses salariés. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'activité partielle, ce n'est pas le premier moyen que vous devez utiliser si vous avez
des difficultés liées à la situation actuelle. Vous devez déjà envisager un aménagement des postes de travail. Est-ce que je peux continuer à faire travailler normalement mes salariés en prenant les mesures nécessaires d'espacement, toutes les mesures qu'on connaît aujourd'hui édictées par le gouvernement? Première question à vous poser. Deuxième question à vous poser, si je ne peux pas prendre ces mesures visant à assurer la sécurité de mes salariés, on verra tout à l'heure quelles sont vos obligations en matière de santé et sécurité au travail. Si je ne peux pas prendre ces mesures-là, est-ce que je peux mettre tout ou partie de mes salariés en situation de télétravail? Si je peux mettre tout ou partie de mes salariés en situation de télétravail, je n'ai pas besoin, a priori, sauf difficultés d'approvisionnement ou vraiment des difficultés particulières, besoin d'avoir recours à l'activité partielle. Ce n'est que si je ne peux pas aménager les postes de travail, je ne peux pas mettre mes salariés en télétravail, encore une fois, tout ou partie. Pourquoi est-ce que je dis tout ou partie? Parce que l'activité partielle se fait par catégorie de salariés. Vous pouvez, par exemple, avoir une catégorie de salariés pour laquelle vous sollicitez une activité partielle et une autre catégorie de salariés qui peut être en télétravail. Cette catégorie en télétravail continuera à travailler. Ce n'est que dans ces cadres-là que vous pourrez avoir recours à l'activité partielle. Donc, par catégorie de salariés et en cas d'impossibilité d'organiser autrement la situation de travail. La question qui peut se poser à vous, c'est aujourd'hui, nous allons le voir, l'activité partielle, vous formez une demande auprès de la directe a 48 heures pour vous répondre. L'absence de réponse sous 48 heures vaut accord implicite. Avez-vous un risque ultérieur quand bien même vous avez eu cet accord implicite de révision? On verra ça dans un second temps, cette question qui est extrêmement importante. On peut d'ores et déjà un petit peu la dévoiler. Les directs ont annoncé qu'elles feraient des contrôles précis. Alors, la décision implicite, c'est un acte administratif contre lequel un recours est possible, mais la directe, une fois que les délais de recours sont expirés, ne reviendra pas sur cette décision implicite. Par contre, ce qui est possible, et il faut prévoir cela, il faudra être extrêmement attentif à la façon dont vous allez remplir votre demande d'activité partielle, car il est possible que, a posteriori, soit effectué un contrôle sur la conformité de vos déclarations en termes de l'activité partielle avec la situation réelle. Et s'il y a une dichotomie entre ce que vous avez déclaré lors du dépôt de votre demande d'activité partielle et votre situation réelle, il est possible qu'à posteriori, on vous refuse la prise en charge par l'État. J'ai un petit peu avancé sur le slide. Donc, comment formuler la demande d'activité partielle? Le contenu de la demande, c'est les raisons du recours à l'activité partielle, des circonstances exceptionnelles et les effets du coronavirus sur l'activité de l'entreprise, l'ampleur des difficultés et l'impact sur l'emploi. Est-ce qu'il y a arrêt complet ou partiel d'activité, puisqu'une activité partielle peut être complète ou partielle, c'est-à-dire que les salariés ne travaillent plus du tout ou travaillent à temps réduit. Donc, les raisons du recours à l'activité partielle peuvent être des difficultés, comme on l'a vu, d'approvisionnement sur les chantiers, un arrêt de chantier décidé par le donneur d'ordre, lorsque les travailleurs travaillant sur un chantier indispensable à la poursuite de l'activité sont absents parce qu'ils ont été contaminés ou parce qu'ils gardent des enfants de moins de 16 ans, ou lorsque les conditions d'exercice et les contraintes de l'activité rendent impossible l'application des gestes barrières sur le lieu de travail, c'est-à-dire que vous n'avez pas de moyens d'organiser la sécurité des salariés sur le lieu de travail et vous ne pouvez pas, au regard de votre activité, mettre en place le télétravail qui est la première mesure à prendre.
La période, vous devez mentionner dans votre dossier de demande d'activité partielle la période prévisible de sous-emploi qui est de 12 mois maximum. Si jamais l'activité partielle prend fin avant ce délai de 12 mois et qu'il y a une reprise de l'activité avant l'expiration de ce délai, il faudra en informer bien sûr la directe. Et vous devez également formuler dans votre dossier de demande d'activité partielle, vous devez indiquer le nombre de salariés concernés par l'activité partielle et le nombre prévisionnel d'heures, puisqu'on l'a vu, l'activité partielle peut être totale, arrêt total de l'activité, ou arrêt simplement partiel de l'activité. Vis-à-vis en interne, que devez-vous faire? Vous devez consulter votre CSE. Normalement, la consultation est bien sûr préalable à l'activité partielle. Jusqu'alors, aujourd'hui, en période de coronavirus, vous avez un délai de 2 mois maximum à compter de la demande pour compléter votre dossier en adressant à la directe l'avis de votre CSE. Vous devez faire une demande d'autorisation à la directe dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. L'autorisation doit impérativement se faire en ligne. La directe, comme nous l'avons vu, doit répondre sous 48 heures. À défaut, il y a un accord implicite et vous avez un numéro vert en cas de difficulté qui est ouvert du lundi 8 heures au vendredi 18 heures que vous pouvez consulter. Qui puis-je mettre en activité partielle? Donc, tout ou partie des salariés. Pour les salariés non protégés, j'ai absolument aucune démarche à faire, si ce n'est cette consultation du CSE qui doit être faite dans les 2 mois, qui doit être jointe au dossier dans les 2 mois pendant lesquels j'ai mis, suivant ma demande d'autorisation d'activité partielle. Pour les salariés protégés, à titre dérogatoire, vous n'avez plus besoin de recueillir l'accord des salariés protégés dès lors que l'activité partielle affecte tous les salariés de l'entreprise d'un service ou d'un atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. Donc, procédure extrêmement allégée par rapport au droit commun, puisque en droit commun, le placement en activité partielle des salariés constitue une modification des conditions de travail qui doit recueillir l'accord des salariés protégés. En période de coronavirus, vous n'avez pas besoin de recueillir l'accord des salariés protégés dès lors que c'est tout le service dans lequel travaille ce salarié protégé qui est mis en activité partielle. L'indemnisation des périodes d'activité partielle, donc les modalités d'indemnisation, c'est le nombre d'heures habituelles travaillées moins le nombre de jours travaillés. Les jours fériés et la journée de solidarité ne font pas l'objet d'une indemnisation. Et à titre dérogatoire, là encore, les salariés en forfait jour ou en forfait heure pourront bénéficier de l'activité partielle. Et pour évaluer le quantum de cette activité de salaire à prendre en compte, on ramène les salariés en forfait heure ou en forfait jour à une journée habituelle de travail, au temps de travail existant dans l'entreprise. L'indemnisation pour les périodes d'activité partielle. Alors, l'indemnisation, elle est double. Il y a d'un côté l'indemnisation du salarié. Vous êtes tenu de verser au salarié à minima 70% de la rémunération brute horaire. C'est qui est calculée sur la base de calcul des congés payés avec au minimum le SMIC. L'indemnité qui sera versée est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements sociaux, c'est-à-dire cotisations chômage, AGS, retraite complémentaire, Agirc-Arrco. Au-delà de ces 70%, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous engager par exemple, un engagement unilatéral. Vous pouvez vous engager à maintenir 100% de la rémunération, sachant que vous ne serez remboursé par l'État que de 70% ou déjà de 70%, les 30% supplémentaires restant à votre charge. Donc, l'indemnisation que vous percevrez au titre des indemnités versées aux salariés, ça va être l'intégralité des sommes versées à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute,
dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, c'est-à-dire 45,67 €. Ce taux horaire ne pourra pas être inférieur à 8,03 €, qui correspond au SMIC net. On a un petit peu défloré tout à l'heure le sujet, mais quelles sont les sanctions encourues en cas de recours abusif ou frauduleux à l'activité partielle? En cas de recours, alors quels sont déjà des cas de fraude qui seront avérés, qui sont déjà définis en jurisprudence? Sont des cas de fraude, la demande d'indemnisation pour des salariés qui, par ailleurs, télétravaillent, la demande d'indemnisation pour des salariés présents sur le lieu de travail, mais qui, en l'absence de clients, sont redéployés à d'autres tâches, et la demande d'indemnisation pour des salariés ayant posé des congés payés ou des jours de RTT. Vous devez payer, dans ce cadre-là, 100% du salaire à vos salariés ayant posé des congés payés ou des jours de RTT, et vous ne pouvez pas demander un remboursement d'une partie de 70% de leur salaire à l'État. Les sanctions encourues lorsque vous avez recours abusivement à l'activité partielle, c'est le remboursement intégral des sommes perçues au titre de l'activité partielle, une interdiction de bénéficier pendant une durée maximale de 5 ans d'aide publique en matière d'emploi ou de formation et 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je vais peut-être laisser un petit temps si vous avez des questions à poser. Je vais regarder d'ailleurs s'il y a déjà des questions. Je vois, oui, pour les salariés, pour les entreprises de moins de 50 salariés, je vois qu'il y a une question. Les obligations de consultation sont pour les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a une obligation d'information du CSE, une simple information du CSE. Je regarde également s'il y a d'autres questions. Parfait. On va continuer maintenant sur les dispositifs de congés payés, RTT et jours placés sur un CET. C'est des dispositifs dont vous avez beaucoup entendu parler dans les médias. Alors tout d'abord, la gestion des congés payés en période de coronavirus. La première question, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est si je ne peux pas adapter les postes de travail ou mettre mes salariés en télétravail, comment puis-je organiser la période actuelle? Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux imposer des congés payés à mes salariés? Avant, pour imposer la prise des congés payés à vos salariés, il fallait que vous ayez défini avec votre comité social et économique la période de prise des congés et l'ordre des départs. Et vous ne pouviez modifier l'ordre et les dates de départ possibles qu'en cas de circonstances exceptionnelles et au moins avant la date de départ prévue. Aujourd'hui, tout a été changé puisque avec un délai de prévenance de simplement une journée, vous pouvez modifier dans la limite de 6 jours ouvrables maximum les dates des congés payés acquis. Vous pouvez imposer, donc avec ce délai de prévenance de une journée, à vos salariés de prendre des congés payés. Vous n'êtes plus contraint, lorsque vous avez 2 salariés, de travaillant dans la même entreprise, je pense particulièrement au SEM de logement social, vous n'êtes plus contraint de donner des dates de congés payés similaires aux conjoints ou aux personnes pacsées. Mais pour ça, il faut un préalable, et un préalable qui est important, c'est la négociation d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche. Ça a été une volonté des syndicats d'imposer pour les congés payés la négociation d'un accord d'entreprise. L'accord de branche, il est plus aléatoire dans cette période, donc il faudra entrer en voie de négociation. Alors, comment entrer en voie de négociation pendant cette période extrêmement particulière? Là encore, les modalités de négociation ont été modifiées pendant la période de coronavirus, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique ou la messagerie instantanée, et ce jusqu'au 24 mai
2020. Pour régulariser l'accord d'entreprise que vous souhaitez négocier, il faudra envoyer le projet à l'ensemble des parties pour signature manuelle, puis leur demander de vous renvoyer le document numérisé, ça peut également être une photo, et je vous invite à insérer expressément dans l'accord une clause selon l'accord. L'accord ainsi signé sera constitué de l'ensemble des exemplaires signés par chaque partie. Pourquoi cette clause est importante? Parce que vous allez avoir un retour individuel de l'accord signé par chaque organisation syndicale représentative. Donc, pour pouvoir mettre ensemble toutes les pages signées de l'accord, tous les accords signés qui vont vous revenir, il faut avoir indiqué que l'accord signé sera constitué de l'ensemble des exemplaires signés par chaque partie. Bien. Donc, pour les congés payés, nécessairement un accord d'entreprise limité à 6 jours ouvrables. Par contre, pour les RTT, les jours de repos pour les salariés en forfait jour ou pour les jours posés sur un compte épargne-temps, et cela correspond à une volonté du gouvernement, les employeurs peuvent poser jusqu'à 10 jours ouvrés maximum avec un jour de délai de prévenance. Et ça, vous pouvez l'imposer par simple décision unilatérale ou, si vous le souhaitez, par accord d'entreprise. Et le CSE doit être informé concomitamment à la mise en œuvre par l'employeur et devra rendre son avis sous 1 mois. Donc, en matière de JRTT et de jours posés sur le CET, vous avez une extrême souplesse puisque vous pouvez imposer jusqu'à 10 jours maximum ouvrés, 10 jours ouvrés maximum, c'est-à-dire 2 semaines de congés ou de jours qui avaient été capitalisés sur un compte épargne-temps, ce qui permet d'adapter quand même la présence des salariés à la charge de travail, et ce, éventuellement, avant de faire une demande d'activité partielle. On va peut-être je vais regarder s'il y a des questions sur le chat avant de passer à la section suivante qui concerne la période d'essai. Alors, je vois qu'il y a une question si un conjoint du salarié est placé en chômage partiel total ou non. Le salarié peut-il bénéficier d'un arrêt pour garde d'enfant? Non. L'arrêt pour garde d'enfant, alors c'est une question qui va me permettre de faire un petit focus. L'arrêt pour garde d'enfant, il n'est possible que s'il n'y a aucune autre alternative. Et lorsqu'il est déposé une demande d'arrêt pour garde d'enfant, il est fait une déclaration sur l'honneur par le salarié qu'il n'existe aucune autre modalité de garde, et notamment que le conjoint n'est pas susceptible, ou le pacsé n'est pas susceptible de garder l'enfant commun. Donc, l'activité, l'arrêt de garde d'enfant, c'est vraiment un dispositif qui est totalement subsidiaire. Je reviens un petit peu au chat. On va continuer sur les slides. Donc, la période d'essai. On a voulu faire un focus sur la période d'essai. Parce qu'on peut se poser des questions légitimes sur cette période d'essai. J'ai embauché le 5 mars un salarié qui est en période d'essai. J'ai une vraie baisse de mon activité, voire un placement en activité partielle. Quid de la période d'essai? Est-ce que je peux la rompre? Puisque finalement la rupture de la période d'essai n'a pas à être justifiée. Attention, la rupture de la période d'essai n'a pas à être justifiée, mais il peut y avoir ce qu'on appelle un abus de droit, c'est-à-dire que si l'employeur n'a pas laissé au salarié un temps suffisant pour faire ses preuves, la rupture de la période d'essai sera considérée comme abusive et le salarié pourra bénéficier de dommages et intérêts.
particulièrement, qui pourrait être particulièrement d'ailleurs important si, pour prendre le poste chez l'employeur qui a rompu la période d'essai, il avait démissionné d'un précédent emploi. Le salarié qui est en période d'essai est un salarié comme un autre. Cela signifie qu'il peut être placé en activité partielle au même titre que tous les salariés. S'il est placé en arrêt de travail parce qu'il est atteint par le coronavirus ou parce qu'il doit garder un enfant de moins de 16 ans, cette suspension du contrat de travail prorogera l'essai pour une durée équivalente. De même, s'il est placé en activité partielle totale, on peut supposer que là encore, la période d'essai sera prorogée pour une durée équivalente puisque l'employeur n'aura pas été en mesure de vérifier les capacités du salarié à son poste de travail. Donc, l'idée en matière de période d'essai, soit j'ai les moyens de vérifier la qualité du travail de mon salarié et la période d'essai continue normalement parce que mon activité n'a pas faibli, soit mon activité n'a pas faibli et comme tous les salariés, je le place en activité partielle et je prorogerai d'autant la période d'essai. En faisant attention d'ailleurs en matière de prorogation, il faudra également l'accord du salarié. Et s'il a été placé en arrêt de travail ou arrêt pour garde d'enfants, la période d'essai sera prorogée d'autant automatiquement. Je vais regarder également s'il y a quelques questions. Concernant la promesse d'embauche, autre situation un petit peu particulière, j'avais fait une promesse d'embauche à un salarié la veille de l'arrêt du confinement. Quid de la promesse d'embauche? Il faut identifier 3 situations. La première situation, j'en étais au stade des simples pourparlers. Je n'avais pas d'accord écrit sur la définition du poste, sur le montant de la rémunération. J'en suis au stade des simples pourparlers. Je peux rompre ces pourparlers. On en est au stade de la négociation. Si par contre j'ai eu un échange de consentement, c'est-à-dire que si j'ai eu une offre acceptée, j'ai formé une proposition de poste avec une rémunération, proposition qui a été acceptée par les salariés, les parties sont alors en principe liées par un contrat de travail. Et la difficulté, c'est comment prendre les fonctions dans cette période très particulière. Concrètement, je vous invite à négocier avec le salarié une date de report du début du contrat de travail, sachant que si vous vous dites finalement on est en période certes j'ai fait une offre de contrat qui a été acceptée, mais comme j'ignore dans quelles conditions la reprise d'activité va se dérouler, si je ne vais pas avoir une petite baisse d'activité, je préfère rompre cette offre, le contrat n'ayant pas été régularisé. Cette rupture unilatérale d'une offre acceptée s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, or qui aura des conséquences relativement faibles puisque au regard des ordonnances fixant les indemnisations en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse des salariés ayant de moins d'un an d'ancienneté, on aura une indemnisation très faible. Par contre, et notamment si, comme dans la situation précédente, le salarié a démissionné pour prendre un emploi chez vous au regard de votre promesse d'embauche, il pourra solliciter des dommages et intérêts en invoquant un préjudice distinct. On va de nouveau faire une petite pause avant de parler des problématiques de santé et sécurité au travail. Alors, les 6 jours de congé, concernant les 6 jours de congé payés, s'agit-il uniquement des périodes 2018-2019 ça peut être les périodes de congés payés, les congés payés acquis, mais sur la nouvelle période, sur la période 2019-2020. Donc, sur les problématiques de santé et sécurité au travail. On va revenir un tout petit peu en arrière. Quelles sont les obligations de l'employeur au regard du Covid-19 ?
Donc l'employeur, que ce soit en période de coronavirus ou dans toute période, a une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Ça signifie qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité aussi bien physique que mentale de ses salariés, en application de l'article L4121.1 du Code du travail. En cette période de coronavirus, cette obligation comporte plusieurs aspects. Tout d'abord, vous avez une obligation d'information des salariés sur la situation. Et cette obligation d'information, elle nécessite de votre part que vous diffusiez des consignes de sécurité claires et précises. Vous avez également une obligation de formation renforcée pour les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé. Je vous invite, si vous n'avez pas de salariés, enfin si certains de vos salariés continuent à travailler et ne sont pas en télétravail, à organiser une formation sur les mesures de distanciation nécessaires, sur l'obligation éventuelle, l'obligation de port de masque, sur les obligations, les mesures sanitaires à prendre en termes de lavage de mains. Car si vous avez mal informé ou mal formé vos salariés, votre responsabilité, votre faute inexcusable pourrait être recherchée. Et vous devez en outre, au même titre pour éviter que votre faute inexcusable soit engagée, vous devez mettre à disposition de vos salariés des équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Au regard du contexte sanitaire actuel, plusieurs mesures sont recommandées par le ministère du Travail. L'employeur doit placer les salariés en télétravail à titre prioritaire dès lors que leur emploi le permet, éviter les déplacements professionnels, ainsi que nous l'avons déjà vu. Je vais faire un petit retour au chat. Alors, j'ai une question. Doit-on placer en priorité un salarié en chômage partiel plutôt qu'en maintien à domicile pour garde d'enfants? L'activité partielle complète ne concerne que certains salariés, dont celui en maintien à domicile. Alors, il faut savoir qu'en droit du travail, on a un principe général, c'est la première cause qui prévaut. Si votre salarié est en arrêt pour garde d'enfants, et que vous placez ultérieurement vos salariés en chômage partiel, ben, votre salarié sera maintenu à domicile pour garde d'enfants et non pas pour activité partielle. Par contre, en termes de rémunération, l'activité partielle entraîne, comme on l'a vu, une rémunération, un maintien de rémunération à hauteur de 70%, tandis que le maintien à domicile pour garde d'enfants, pour les 30 premiers jours, entraîne un maintien de la rémunération à hauteur de 90%. Le salarié pourrait estimer qu'il est plus intéressant d'être en maintien à domicile pour garde d'enfants. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? C'est que le salarié qui est maintenu à domicile pour garde d'enfants doit se trouver dans une situation identique à tout autre salarié de l'entreprise. Donc, dès lors que vous avez placé vos salariés en activité partielle, même si l'un de vos salariés est actuellement en maintien à domicile pour garde d'enfants de moins de 16 ans, son complément de rémunération, sa rémunération sera égale à 70% de la rémunération comme le reste des salariés. C'est pas parce qu'il garde son enfant de moins de 16 ans à domicile qu'il a une rémunération plus favorable que l'ensemble du personnel de son service qui est passé en activité partielle. On va un petit peu avancer. Donc, quelles mesures préventives l'employeur doit-il prendre en matière de sécurité et santé des salariés au regard de la période actuelle? Alors, comme on l'a vu, c'est la priorité au télétravail et c'est une obligation pour l'employeur d'imposer le télétravail. Ce n'est pas une possibilité qui est ouverte comme d'habitude aux salariés, c'est une obligation. L'employeur n'a pas besoin de recueillir l'accord du salarié pour lui imposer le télétravail. Le télétravail est particulièrement préconisé lorsque l'entreprise est dans un cluster, dans une zone de cluster,
Et l'employeur qui met ses salariés en télétravail doit leur fournir les moyens d'exercer le télétravail en termes d'aménagement, de matériel, etc. Alors, il n'y a pas eu de dérogation en période de coronavirus. Ça signifie que si les salariés n'ont pas d'ordinateur professionnel, par exemple, ils devront utiliser leur ordinateur personnel. Il faudra peut-être prévoir une modalité d'indemnisation pour ces moyens personnels utilisés par le salarié pour travailler à son domicile. Autre obligation, donc si le travail est incompatible, si le poste de travail est incompatible avec le télétravail, il convient de suivre toutes les mesures barrières pour empêcher toute contamination. Donc, éviter toute réunion non indispensable, tout contact avec des personnes identifiées comme fragiles, telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades chroniques et les contacts proches sur le lieu de travail. Et vous pouvez également, de manière unilatérale, comme on l'a vu tout à l'heure, décider de déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir, compte tenu des circonstances exceptionnelles, ou mobiliser des jours de RTT ou des jours placés sur un CET. Donc, pratiquement, si le télétravail n'est pas possible, quelles sont les mesures à prendre par l'employeur? C'est mettre à disposition du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes, informer les salariés sur les risques et les mesures de prévention individuelles et collectives, les numéros d'urgence, les comportements à adopter, la diffusion de consignes en ligne pratiquement, je vous invite, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, à diffuser une note interne aux salariés pour leur indiquer les mesures à suivre et également, si possible, à organiser une formation pour former les salariés, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Le CSE devra être consulté afin d'adapter les mesures préventives nécessaires, avec un affichage au sein de l'entreprise, une mise à jour du règlement intérieur et de documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Le CSE est bien entendu consulté dans le cadre de la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques professionnels que vous avez probablement déjà fait, en tout cas qu'il faut faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez également, ce n'est pas un document obligatoire, mais mettre en place ou adapter votre plan de continuité de l'activité qui liste les mesures de prévention prises tout en assurant le maintien des activités essentielles de l'entreprise. Je vais retourner au chat. Donc, je crois que... Donc, faut-il mettre à jour le document unique d'évaluation des risques au regard de la période de coronavirus? L'article R4121.2 du Code du travail prévoit la mise à jour de ce document unique lorsqu'une décision d'aménagement important modifie les conditions de santé et sécurité du travail. On est vraiment dans ce cadre-là. La pandémie actuelle vous impose de mettre à jour ce document d'évaluation des risques afin de prévenir d'éventuelles contaminations et d'assurer la protection de vos salariés avec une consultation préalable du CSE. Cette actualisation a pour objectif d'identifier les situations de travail habituelles pouvant entraîner un risque de transmission du coronavirus, notamment au regard des conditions de transmission du virus en cas de contact étroit entre salariés, d'anticiper les risques liés à l'épidémie et notamment d'anticiper les risques liés à l'évolution de l'épidémie, d'identifier les risques liés à la nouvelle organisation du travail mise en place suite à l'épidémie, donc mise en place du télétravail, toutes les mesures qu'on a déjà vues, et du fait de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques, des mesures devront être prises par les entreprises pour que ce soit des mesures de prévention, d'information, de formation, de protection en cas de risque réalisé. Tout ça, on l'a déjà évoqué tout à l'heure.
si vous n'avez pas pu mettre en œuvre toutes ces mesures, quels sont les risques que vous encourez? Et la première question, c'est: le salarié peut-il invoquer son droit de retrait au regard du coronavirus? Alors, bref rappel sur ce en quoi constitue un droit de retrait. Le droit de retrait permet à un salarié de se retirer de son poste de travail en cas de motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou en cas de défectuosité des systèmes de protection. C'est l'article L. 4131-1 du Code du travail. Les spécificités du droit de retrait dans la période actuelle: ce droit de retrait, il faut le considérer comme le droit de retrait ne sera pas admis si vous avez mis en œuvre toutes les préconisations du gouvernement. Donc, prendre des mesures préventives, c'est extrêmement important pour que les salariés ne puissent pas cesser de travailler et invoquer un droit de retrait. Au-delà de la mise en œuvre des mesures prises, des préconisations du gouvernement, il faudra être inventif et vraiment regarder concrètement comment, au regard de votre activité, vous pouvez assurer la protection de ces salariés, puisque si vous avez indiqué à vos salariés suspendu le salaire parce que vous estimiez que le droit de retrait est abusif, ces derniers pourront saisir les tribunaux pour solliciter le règlement de leur salaire en indiquant que le droit de retrait n'était pas abusif, et vous devrez alors rapporter la preuve que vous avez pris toutes les mesures. Et les tribunaux, et on verra tout à l'heure que les tribunaux peuvent avoir une application assez stricte des choses. Les tribunaux pourront estimer que, bien que vous ayez pris toutes les mesures préconisées par le gouvernement, au regard de votre activité, vous pouviez et vous deviez aller au-delà, et que le droit de retrait des salariés était en conséquence bien fondé. Les salariés peuvent ne pas user de leur droit de retrait, mais peuvent saisir des représentants du personnel, des membres de votre CSE, et déclencher une alerte du CSE. Cette alerte du CSE va avoir pour effet vis-à-vis de l'employeur de créer une obligation de procéder à une enquête avec les membres du CSE qui a rapporté l'alerte, et de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger. Si vous êtes face à une alerte de votre CSE, il va être extrêmement important de déclencher cette enquête, de prendre concrètement des dispositions, parce que si vous ne faites rien, les salariés à titre individuel pourront valablement exercer leur droit de retrait. Je vais revenir un petit peu au chat pour voir où on en est. Donc, le plan de continuation d'activité, n'est pas une obligation, mais c'est une forte préconisation. On va également avancer. Maintenant, quelle réaction devez-vous avoir lorsque des salariés présentent des symptômes de contamination ou sont contaminés? Alors, lorsque les symptômes sont déclarés lors du temps de travail, vous devez immédiatement isoler le salarié contaminé et faire quitter les lieux aux autres salariés et procéder à une décontamination des lieux. Si, par contre, et vous devez également, bien sûr, informer votre CSE de la situation en gardant, bien entendu, totalement anonyme le nom du salarié contaminé. Si un cas de coronavirus est révélé dans votre entreprise, là encore, information des salariés et du CSE sans mentionner le nom du salarié contaminé, et nettoyage des locaux pour permettre, après nettoyage des locaux, une reprise du travail.
Si vous ne faites pas tout ça, quelle est votre responsabilité? Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur va être évaluée au cas par cas au regard de plusieurs critères. Nature des activités du salarié, son niveau d'exposition au risque, les compétences de l'intéressé, l'expérience, étendue des mesures prises par l'employeur, l'étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en termes de formation et d'information, d'organisation du travail, d'instruction délivrée à la chaîne hiérarchique. Vous voyez qu'avoir pris toutes les mesures de prévention, c'est particulièrement important, car si vous n'avez pas pris toutes les mesures de prévention, votre faute inexcusable pourra être engagée. Donc, en cas d'affection au virus, s'il est pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le gouvernement a annoncé que, par exemple, alors ça ne vous concerne pas, mais pour les personnels travaillant dans les hôpitaux, les personnes infectées au coronavirus vont bénéficier d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Donc, si la CPAM prend en charge à titre d'accident du travail d'une maladie professionnelle la maladie de votre salarié, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur pourra être retenue, qui ouvrira droit à une réparation intégrale du préjudice. Mais il faudra pour ça pour que votre faute inexcusable soit retenue, il faudra qu'il soit démontré que vous aviez conscience du danger auquel était exposé le salarié, ce qui dans cette période actuelle ne peut pas être nié, et que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Donc, notre préconisation, c'est de prendre un maximum de mesures pour, en cas de maladie d'un de vos salariés qui serait reconnu comme une maladie professionnelle ou un accident du travail, votre responsabilité au titre de la faute inexcusable ne puisse pas être engagée. Nous avons les premières décisions au titre des obligations de sécurité qui sont tombées. Or, une décision dont vous avez entendu beaucoup parler dans les médias qui concerne Amazon, qui est une décision du 14 avril d'il y a 2 jours, du 14 avril 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre, qui a considéré, ça a entraîné pour 5 jours la fermeture des dépôts d'Amazon, que l'employeur doit procéder en y associant les représentants du personnel à l'évaluation des risques professionnels inhérents à l'épidémie sur l'ensemble de ces entrepôts, ainsi qu'à la mise en œuvre des mesures prévues par l'article L4121.1 du Code du travail en découlant pour assurer l'effectivité des mesures ordonnées. La décision est assortie d'une astreinte de 1 million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Et il y a une seconde décision dont on a moins parlé dans les médias, qui est du tribunal judiciaire de Paris, qui également statue en référé, du 9 avril 2020, qui a considéré qu'il appartient à l'employeur de mesurer précisément et par unité de travail les risques professionnels induits par le coronavirus et de les transcrire dans le document unique d'évaluation des risques sans se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du gouvernement et des autorités sanitaires. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous indiquais qu'il faut pas reprendre uniquement les préconisations gouvernementales, mais il faut réfléchir à l'adaptation de ces préconisations au regard de l'activité de votre entreprise. Voilà, n'hésitez pas, on a fait un panorama rapide donc de vos obligations dans cette période. Je vais retourner un petit peu au chat, voir si vous avez des interrogations complémentaires avant de clôturer cette intervention. Alors, une question qui est, nous étions en pleine élection du CSE, élection suspendue par l'ordonnance en l'absence de CSE, quelles sont vos préconisations? Alors, est-ce que vous aviez, voilà, Myriam vient de répondre, est-ce que vous aviez un CSE ou est-ce que vous venez pile de passer le cap de 11 salariés? Si vous aviez un CSE auparavant, ben les mandats du CSE actuels sont automatiquement prorogés. Si vous n'aviez pas de CSE, ben je vous invite à prendre toutes les mesures qu'on vient d'évoquer pour assurer la santé et sécurité de vos salariés.
Alors oui, vous parlez, j'ai bien mentionné que la prise en charge pour garde d'enfants est de 90% pour les 30 premiers jours. Elle tombe à 66% au-delà de 30 jours. Et c'est une prise en charge qui est pour 21 jours renouvelable. Je vais laisser peut-être Myriam et Marie répondre à vos questions. Je regarde rapidement également de mon côté. Alors, dans le cas d'un employé en arrêt de travail ayant épuisé son droit à maintien de salaire, l'employeur devra-t-il lui verser l'équivalent des 70% de chômage partiel? Il faut que vous appliquiez la cause de suspension du contrat de travail. Si c'est un arrêt de travail, je ne vois pas pourquoi, et que le salarié est toujours en arrêt de travail, n'a pas repris son activité, il est en arrêt de travail, et vous appliquez le régime afférent à cet arrêt de travail. Alors, on n'a pas, moi, j'ai pas d'exemple à vous donner de plan de reprise d'activité après le confinement. On a une question sur quelles sont les obligations concernant les indemnisations du télétravail. Est-ce que vous pourriez compléter votre question, puisqu'en matière de télétravail, sur l'indemnisation pour l'usage de l'ordinateur personnel, c'est ça auquel vous faites référence, il n'y a pas de règle précise là-dessus. Alors, on a une question qui est les jours de RTT ou congés payés non pris peuvent-ils être monétisés pour les collaborateurs qui les souhaitent au profit du personnel soignant via par exemple la Fondation de France? Si oui, comment cela marche-t-il? Alors, de mémoire, vous pouvez donner des jours en interne à l'entreprise, en externe, il faudrait vérifier si vous pouvez donner des jours de RTT ou de congés payés à des personnes externes à l'entreprise. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que vous pouvez, les mises à disposition de personnel sont également favorisées, c'est-à-dire que si vous avez une baisse de votre activité, vous pouvez conclure avec l'accord cette fois du salarié et bien sûr de l'entreprise d'accueil une convention de mise à disposition qu'on appelle couramment une convention Cherpion qui permettra à votre personnel d'être volontaire et de travailler pour une entreprise par exemple du secteur hospitalier ou nécessaire. Pour une entreprise, cette mise à disposition est favorisée uniquement pour les entreprises exerçant dans une activité nécessaire à la continuité du service, enfin de la nation, enfin nécessaire dans la période actuelle. Alors, une question, nos salariés travaillant en crèche sont tombés malades du Covid après le confinement. Peuvent-ils être considérés comme en maladie professionnelle?
Il va y avoir une question probatoire, hein, comme accident du travail ou maladie professionnelle. Il y a une vraie question probatoire, notamment la CPAM va faire une enquête et va déterminer si il y avait dans leur entourage des personnes malades antérieurement à la déclaration de la maladie par votre personnel. Si c'est le cas, il est probable que la CPAM refuse la prise en charge à titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est vraiment in concreto que la CPAM va juger si la déclaration d'accident du travail est recevable ou pas. Alors oui, le Covid, hein, je vois Marie vous préciser, ça a été une annonce du gouvernement pour les personnes en milieu hospitalier que le Covid serait reconnu comme une maladie professionnelle. C'est pas, il sera inscrit pour ce personnel sur la liste des maladies professionnelles. C'est pas le cas dans toutes les entreprises. Ça bien. Alors, une question, pouvez-vous me confirmer que les intermittents du spectacle sont éligibles au dispositif de chômage partiel? Tout dépend si leur statut au moment, tout dépend de leur statut. S'ils étaient en période effectivement d'embauche et d'activité, pendant la durée, on a vu que pendant la durée, je pense, de leur contrat, mais il faudrait vérifier, ils peuvent être éligibles au chômage partiel. Alors, pour l'arrêt de garde d'enfants, pour un salarié de plus d'un an d'ancienneté, est-ce la convention qui s'applique comme un arrêt de maladie normale? Là-dessus, déjà, il n'y a plus de conditions d'ancienneté, hein, pour l'arrêt de garde d'enfants. Un salarié qui a moins d'un an d'ancienneté peut avoir un arrêt pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Et les conditions de maintien de salaire, c'est une condition spécifique qui n'existe pas dans le droit commun en dehors de cette période-là. Donc, je ne pense pas que des dispositions conventionnelles, sous réserve de recherche plus approfondie, puissent s'appliquer. Alors, nous établissons les payes assez tôt dans le mois. Est-il possible de demander au mois de mai le remboursement à l'État pour des heures de chômage partiel pour fin avril si une demande a déjà été faite courant avril? Si votre délai de réponse implicite est expiré, vous pouvez faire des demandes de remboursement à l'État. Bien, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais laisser Marie et Myriam vous répondre. Il est 15h30. Euh,
Donc, on me dit qu'on va clôturer. Donc, je ne sais pas techniquement, moi, je vais me déconnecter. Et puis, s'il y a des questions particulières, n'hésitez pas à nous contacter. Marie, voilà, vous donne rendez-vous demain sur le site de la Fédération pour toutes les publications. Toutes les publications et peut-être pour répondre à vos questions. Et sinon, vous pouvez bien sûr nous contacter. Bonne fin de journée à tous.